Salut, salam, bonjour. Mon nom est Lionel et si tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne, j'ose te parler d'un sujet qui, je pense, nous touche tous de loin ou de près. C'est celui concernant la langue, vecteur de transmission de l'information, source de liaison de relations, source même de transmission du savoir. La langue dont je fais usage avec volupté n'est autre que le français. Et cette langue, je vais oser te donner l'histoire de son apparition pour pouvoir dire si elle est apparue à Babel ou ailleurs et si son histoire peut être transposable sur les autres langues, les restes des langues. La langue française n'est autre que la langue de communication du peuple que nous appelons les Français. Ce peuple a une histoire particulière et c'est de son histoire qu'a rejailli cette langue. De 58 à 51, pour ne citer que première date, un individu particulier qui se voulait être le maître du monde devra parcourir des grandes distances, des grands territoires hors même des frontières de sa république natale pour imposer sa loi. Cet individu n'est nul autre que Jules César. Il faut retenir que Jules César est quand même imposant et impressionnant comme individu, il faut le reconnaître, parce que son nom, à lui tout seul, a fini par définir le titre d'empereur sur 3 grands empires, sur 3 grands territoires, sur 3 grands groupes de population. En Russie, pour désigner le grand empereur, on le désignait du nom de Tsar. En Allemagne, c'était le Kaiser et en Italie même, c'était le César. Alors, c'est un individu qui n'a nul autre pareil, parce que dans l'histoire des hommes, je n'en connais pas un autre qui ait imposé son propre nom de manière si grande et si indélébile que cet individu, Jules César. Donc, dans ces années 58 à 51, il décide, avant Jésus-Christ, 58 à 51, avant notre ère, il décide de faire la conquête de la Gaule. Et dans cette conquête, il ira accompagné de nombreux légionnaires qui imposeront leurs lois et leurs dictats sur plusieurs peuples. Retenons que Jules César, lorsqu'il arrive en Gaule, il parle latin. Mais il faut aussi noter que ce latin est un latin dit savant, différent du latin dit vulgaire parlé par ses légionnaires. Le latin de César est semblable à celui du latin de Sallust, du latin de Cicéron, et donc c'est quand même du latin très classique et très prononcé, très élevé. C'est la classe bourgeoise, la classe dirigeante qui en fait usage, tandis que le latin utilisé par ces légionnaires n'est autre qu'un latin un peu semblable au français utilisé dans les banlieues par les peuples ou les populations un peu pas suiveurs, un peu pas suiveurs. Pas suiveurs, pourquoi? Parce que le latin savant est muni de nombreuses règles, de grammaire, de vocabulaire et même d'utilisation, tandis que le latin des légionnaires est simple. C'est du pareil pour toute une langue vivante qui se voudrait vivante, a toujours eu l'entame, c'est-à-dire un début prononcé avec une utilisation simple, une utilisation sans règles, puis ensuite on la codifie et cela devient le savoir-faire d'une caste, d'une catégorie d'individus initiés. C'est ce qui arrive aussi avec le latin. Quand Jules César la porte en Gaule, il trouve plusieurs langues qu'on peut qualifier de langue maternelle, mais l'utilisation d'un mot permet aussi de les identifier. Ce sont des langues qu'on peut qualifier de dialectiques ou de dialectes. Ces langues sont le celtique, l'italique, l'ibère, que le latin trouve. Le latin impose sa loi et tous les conquis pour atteindre ou pour arriver à gérer des charges très importantes dans la communauté, à devenir dirigeants comme cela l'a été indiqué, doivent nécessairement avoir l'usage de la langue du conquérant parce que ce dernier a arrangé les villes, les a améliorées, non pour l'usage des conquis, mais pour son usage personnel, lui en tant que conquérant. Alors dans cette conquête, les légionnaires vont imposer leurs lois comme il convient. Les conquis doivent apprendre le latin et comme cela se doit. Ils l'apprennent dans des écoles, ils l'apprennent dans des églises, c'est la langue des clercs et
Une troisième catégorie, c'est celle de la population de la masse, de ceux qui constituent un tout petit peu les vulgaires et les non-initiés. Ils doivent parler la langue des légionnaires, qui est régulièrement en contact avec eux. Il adviendra que ces langues celtiques, ibériques, italiques, pour ne citer que celles-là, vont perdre de leur substance et vont perdre de leur utilisation et vont se transformer. Dans cette transformation, il y aura une naissance de nouvelles langues. On pourra les appeler romanes. Et dans ces langues romanes, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs petites langues, plusieurs dialectes qui vont ressortir, rejaillir, parmi lesquels il y a le provençal, le gaélique, le gallois, l'espagnol, le portugais, l'italien, et aussi il y a une langue romane qui s'appelle français. Le français n'est autre que la langue parlée sur une province, un territoire. C'est la langue parlée par le territoire que l'on nomme de Île-de-France. Mais pendant ce temps, c'est-à-dire près de 400 ans après l'invasion romaine, il arrivera que en 400, la Gaule est encore occupée par les Germains, une autre branche qu'on peut qualifier de gauloise. Les Germains vont conquérir la Gaule et vont aussi inonder leur savoir à Rome, et c'est là que l'on va nommer cette invasion comme étant une invasion de barbares. Mais, que se passe-t-il? Malgré le fait que les Germaniques imposent sa loi, le germanique n'arrive pas à supplanter la grande supériorité civilisationnelle de la Rome ou de Rome. Ils n'arrivent pas à imposer leur loi sur tous les plans, parce que Rome avait un ancrage supérieur du côté scientifique, un ancrage un peu trop prononcé et poussé dans sa langue. Et les Germains vont imposer leur loi sur plusieurs notions, mais pas sur la notion de la langue. Et en termes de langue, ils vont reconnaître que la langue parlée par les militaires doit devenir simplement la langue germaine ou germanique, mais que dans le reste des couvertures, dans le reste des notions de la vie, c'est-à-dire administration, école, clerc ou spirituel et religieux, c'est le latin qui va demeurer. Ok, le latin demeure, mais il n'empêche pas que le latin est aux prises avec le germain, et ce latin-là, déjà vulgaire, au travers les légionnaires, va encore plus se transformer et faire en sorte que les utilisateurs de cette langue vont être en débâcle, vont être en totale confusion face au latin classique ou au latin savant enseigné dans les écoles et enseigné dans les classes bourgeoises et à l'église. Au point que la prédication d'un prêtre n'était plus comprise par la population envers laquelle elle était destinée. Alors là, il viendra plusieurs décisions, notamment celle du concile de Tours. Cette décision va faire en sorte que le français et les autres langues romanes doivent être enseignées dans les églises et doivent être parlées. Et il adviendra que le latin savant ne sera enseigné que dans les écoles, mais que dans l'administration, on changera. Parce qu'il y a une autre loi, celle de Vier-Cotterêts, qui décidera que le français deviendra langue de l'administration. Le français qui n'est autre, comme nous venons de le dire, que la fille ou la résultante de la langue romane qui sont le résultat de la rencontre de l'italien et du germain. Et ce français-là de l'île de France va dominer avec l'avènement d'une dynastie qui est celle des Capétiens. Les Capétiens qui vont imposer leur loi, et les Capétiens vont imposer aussi leur langue à l'ensemble du territoire que nous concevons comme étant le territoire français. Et vers déjà le XIIe siècle, on voit l'épanouissement de cette langue en plusieurs sorties, c'est-à-dire en plusieurs productions poétiques, plusieurs chants, plusieurs textes lyriques même, chantant l'épopée et le savoir-faire de certains héros de cette époque, qui fera que la langue française va imposer sa suprématie sur toutes les autres langues romanes de cette génération ou de cette époque. Et avec l'évolution, avec le temps, nous quittons le XIIe et nous arrivons au XVe siècle, lorsque le français atteint un stade qu'il ne pouvait plus appeler au retour,
peu de temps après, c'est-à-dire au XVIe siècle, il y a création de ce que l'on appelle l'Académie française. Et l'Académie française, avec toutes ses normes et ses exigences, va commencer à étudier l'évolution de cette langue. Et à partir de là, nous voyons que le français va prendre son envol, le français prendra son épanouissement, le français deviendra une langue bien utilisée sur tout l'ensemble du territoire. Et au XVIIe siècle, nous pourrons dire, comme il s'y est de noter, que le latin a vécu, vive le français. C'est ainsi que cette langue, qui va commencer par la rencontre du latin avec les langues gauloises, les langues ou les dialectes de la Gaule qui est constituée de plusieurs pays. Et elle va connaître une évolution, cette langue. Elle va passer au roman. Le roman n'est autre que la rencontre du latin vulgaire avec les langues dialectiques que le latin a trouvé sur le territoire de la Gaule, en passant par le germain. Et la déformation qui s'en est suivie est devenue tellement intense qu'elle a donné naissance à plusieurs langues romanes. L'espagnol, le portugais, l'italien, l'ibérique, le provençal, le gaélique, le gallois vont donner un autre tonus. Et la fille des romans ou de l'italien de Rome, qui est nul autre que le français dont nous faisons usage maintenant, va supplanter les autres langues et imposer sa domination partout dans le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Et moi-même j'en fais usage alors que je ne suis pas d'un territoire qui aurait pu être conquis par Jules César et connaître aussi une évolution comme celle que nous venons d'expliquer. Voilà un tout petit peu l'histoire du français. Ce n'est pas l'apanage de la tour de Babel, ce n'est pas la résultante d'une décision divine, mais c'est plutôt le fruit d'une lente évolution de par l'histoire. Pourquoi je le dis? Parce que une interrogation profonde peut nous venir de dire que pourquoi nous parlons une langue qui n'est pas normalement nôtre? Moi je pense que nous parlons une langue qui n'est pas normalement nôtre pour la transmission de l'information, pour la transmission du savoir, pour faciliter l'agencement des idées, pour aussi faciliter la transmission d'une quantité d'informations qui n'est pas encore traduite dans nos langues maternelles. Et donc j'envisage et je propose aussi que nous puissions être maîtres dans l'utilisation de cette langue. C'était Lionel. Voici un épisode qui je pense sera constructif. Voici une information qui je pense sera utile. Merci de m'avoir suivi et je te demande de liker et de continuer à me suivre. Ça encouragera la chaîne.